Et je vous propose d'enchaîner avec une présentation de Talel Abdesalem, qui est aussi professeur à Télécom ParisTech et qui est titulaire de la chaire Big Data and Market Insights. C'est ça? Oui. Ouais. C'est vraiment les insights du market, c'est ça. Et donc, et qui est aussi responsable du groupe IC2. Alors, IC2 veut dire quoi déjà? Interaction, conditions et complexité. Bon. Où il y a une équipe IHM et une équipe base de données web. Bon. Non, c'est historique. Eh bien, écoute, je te laisse la parole pour nous parler de la fouille de grandes masses de données sur le web. Voilà. Donc mon domaine de recherche, c'est les bases de données, data mining et plus spécifiquement le web mining. Donc, je vais essayer de présenter dans un premier temps donc ce que c'est que le data mining, le web mining. Après, je vais expliquer le contexte, en fait, les thématiques de recherche de l'équipe, la chaire que je viens de monter, et puis je vais parler en fait de quelques thématiques de recherche sur lesquelles on travaille. Donc, il y a les systèmes de recommandation qui font partie de la chaire, et puis en fait un nouveau projet en fait qu'on lance sur ce qu'on appelle social and crowd sensing. Alors, le data mining. Donc là, j'ai essayé de trouver trois définitions. Donc, la première, c'est un prof de Stanford de base de données. Donc, c'est la découverte de motifs, et éventuellement non attendus, voilà, et qui permettent en fait d'extraire des connaissances sur les données. Alors, il faut aussi en fait la troisième définition sur Wikipédia qui insiste sur le fait que c'est une discipline, c'est une sous-discipline de l'informatique et qui regroupe en fait des gens d'intelligence artificielle, de machine learning, de statistiques et de bases de données. Alors en fait, ces gens-là viennent avec des cultures différentes. Donc, la culture base de données, c'est plutôt concentré sur large échelle, sur le processing, sur le traitement des données. Et en fait, pour les bases de données, qui sont à large échelle, c'est-à-dire en fait des données qui ne tiennent pas en mémoire. Et aujourd'hui, quand on parle de large échelle, c'est des données qui ne tiennent même pas sur le système de fichiers. Donc, ils doivent être répartis sur plusieurs systèmes de fichiers. Donc c'est un slide de Ullman, hein, donc il essaie d'expliquer les choses. Donc, pour la partie IA et machine learning, donc c'est plutôt la culture et c'est de se concentrer sur des méthodes plus complexes, plus sophistiquées. Alors en fait pour small data, ça veut dire en fait, je pense pour Ullman, c'est des choses qui rentrent en mémoire, qui sont en fait dans la mémoire vive de l'ordinateur. Donc il n'y a pas de problématique d'accès disque et d'optimisation en fait du stockage secondaire. Pour les statistiques, donc c'est la concentration sur la découverte de modèles. Donc voilà, donc ça c'est alors web mining là-dedans. Donc ça, j'ai essayé de trouver aussi deux définitions. Donc la découverte ou l'application, si vous voulez, du data mining pour les données du web. Alors ce qui est intéressant aussi, en fait, la classification pour Wikipédia en trois différents types, ce qui s'appelle web usage mining, c'est-à-dire en fait l'analyse de traces, l'analyse de logs, etc. Web content mining, c'est en fait l'analyse de contenu des pages, ce qui est proposé sur le web, et puis l'analyse de la structure du web, c'est-à-dire l'analyse du réseau, l'analyse en fait des liens entre les pages, et aujourd'hui en fait l'analyse des réseaux sociaux aussi. Donc on travaille principalement sur les deux premières parties et maintenant avec les réseaux sociaux on travaille aussi sur la troisième. Alors la différence entre web mining et data mining, il y a sur la structure. Donc en fait pour le data mining, généralement les données sont structurées, la structure est connue à l'avance, alors que pour le web en fait il n'y a pas de structuration. Les données peuvent être dans du texte, peuvent être structurées de différentes manières en fonction des sources, etc. Donc il y a l'hétérogénéité et le manque de précision des données. Donc ça, c'est une thématique sur laquelle, dans l'équipe, on travaille beaucoup, parce qu'une des spécificités du web, c'est que pour une information, on peut trouver différentes sources, c'est-à-dire chercher des relevés météo, vous allez trouver N sources sur ces relevés météo, et ces sources-là proposent des données qui sont plus ou moins complètes,
et plus ou moins fiables aussi, en fait, ou incertaines, et des fois des contradictoires. Donc en fait, quand on collecte ces données-là pour les analyser, il faut déterminer qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui n'est pas fiable, donner des degrés de fiabilité, et donc en fait, là, on le traite par la gestion de l'incertitude dans nos modèles. Il y a l'échelle aussi, donc le web en fait génère énormément de données. Donc, voilà, donc l'exemple, c'est que le log de Google est beaucoup plus grand en fait que ce qui crawl sur le web. Et puis il y a la rapidité, parce que les informations, les données changent très rapidement, et il faut avoir en fait des mécanismes qui adaptent les analyses, les résultats en fonction de l'évolution des données. Alors, l'équipe base de données web, donc c'est un sous-groupe de IC2. Donc IC2, il y a deux équipes dedans, une équipe IHM et une équipe donc base de données web. Nos principaux thèmes de recherche, donc c'est les fondements théoriques de la gestion et la fouille de données. Il y a aussi en fait l'extraction d'informations à partir du web, le traitement de données à large échelle et le web mining. Donc l'équipe est composée de 5 personnes, dont les noms apparaissent ici, plus une dizaine de doctorants et un ingénieur de recherche. Donc des exemples de contributions, donc je vais essayer de les classer donc, sur les web content, web usage, j'ai ajouté le search, et la structure du web. Donc sur le contenu, on a les travaux théoriques sur le modèle XML probabiliste, les propriétés en fait, de ce modèle-là, les algorithmes, et maintenant on travaille de plus en plus sur l'application de ce modèle, sur des cas concrets. L'extraction d'informations à partir du web structuré. Alors le web structuré, c'est les pages web qui sont générées par des programmes. C'est-à-dire en fait, on trouve les données structurées de la même manière, des catalogues ou des événements en fait, qui sont produits sur le web. Et donc en fait, le travail, c'est de faire une sorte de re-engineering, c'est-à-dire à partir de ces pages-là, à partir de l'analyse de ces pages-là, de redeviner en fait les tables, les bases de données en fait, d'où ont été sorties ces informations-là et les sémantiser, c'est-à-dire de déterminer en fait chaque colonne, en gros en fait, ce qu'elle contient comme information, l'associer en fait au monde réel. Donc, et puis il y a aussi l'accès au web caché. Donc c'est éventuellement les données qui sont cachées derrière un formulaire où vous devez rentrer des informations et vous avez en fait un résultat par la suite. Sur l'usage web, donc, on travaille sur ce qu'on appelle les réseaux signés, c'est-à-dire comment, à partir des interactions des utilisateurs, générer un réseau signé, c'est-à-dire par exemple un réseau de confiance, de dire cet utilisateur-là fait plutôt confiance ou il a une attitude favorable envers cet utilisateur-là ou non. Donc on a fait le test par exemple sur Wikipédia, tout le Wikipédia anglais. Vous savez que les pages web, on a l'historique de chaque page, donc depuis la création. Et puis en fait, là, les contributeurs, ce qu'ils ont enlevé comme texte, ce qu'ils ont ajouté comme texte, etc. Et on interprète en fait ces interactions par des actions plutôt positives et négatives. Et on a généré tout un réseau en fait de réseaux signés sur les contributeurs de Wikipédia anglais. Et puis bon, il y a après en fait des techniques pour vérifier si le réseau généré est un réseau plausible ou non. Donc il y a ce qu'on appelle le Network Aware Search algorithm, c'est-à-dire aujourd'hui quand vous cherchez une information sur Google, vous rentrez des mots-clés, il vous sort des pages. Donc imaginez demain, enfin aujourd'hui, on peut chercher des choses sur Facebook, imaginez que tout le web devient un réseau social, et on peut avoir une autre vision du search qui va changer le ranking du résultat que vous obtenez, qui serait probablement, on va avoir en premier les choses qui sont publiées ou produites par les gens qui vous sont proches ou similaires dans un réseau. Donc après, en fait, on peut se baser sur le réseau social lui-même, comme on peut se baser sur un réseau signé qu'on a inféré à partir d'autres choses. Donc en fait, on a un algorithme qui permet, à partir d'un utilisateur dans un réseau, de faire une recherche assez rapide, donc sans explorer tout le réseau. Donc il explore le minimum pour chercher les cas éléments les plus pertinents pour l'utilisateur. Et puis en fait, il y a les systèmes de recommandation sur lesquels aussi on travaille et que je vais essayer de détailler un peu plus tout à l'heure. Sur la structure du web, principalement sur l'analyse des structures des réseaux sociaux, et le problème de reachability, en fait, qui consiste à déterminer rapidement, c'est-à-dire on cherche à déterminer
à moins d'une seconde si deux nœuds dans un graphe sont connectés. Alors il y a différentes façons de traiter le problème. On peut se baser uniquement sur la distance. Je veux déterminer si deux nœuds d'un graphe sont à une distance n. Je veux déterminer en fait si deux nœuds du graphe sont liés par un chemin avec des étiquettes sur le chemin. C'est ce qui nous intéresse le plus. Donc on a commencé ce travail par exemple quand on a essayé de s'intéresser au contrôle d'accès dans les réseaux sociaux. On génère en fait des règles de contrôle d'accès qui s'appuient en fait sur la nature du chemin qui relie deux personnes. Donc ça, c'est le travail d'une thèse qui vient de se terminer en décembre. Alors en fait, maintenant, je passe à la chaire. Donc la chaire a été lancée en décembre dernier. Donc les sponsors sont Deloitte, Voyage SNCF et Yves Rocher. Donc les équipes impliquées dans la chaire, c'est l'équipe DBWeb élargie à une personne aussi de la partie IHM de IC2 qui travaille sur la visualisation. Donc c'est James Egain qui n'a pas été cité, je pense, dans le slide avant. Et puis le département marketing et stratégie de Télécom École de Management qui aussi en fait participe à cette chaire-là. Donc les objectifs de la chaire, globalement, c'est de s'attaquer à des challenges et des problématiques big data et essayer de développer en fait des solutions et des outils efficaces. Je ne sais pas si ça a été expliqué avant, mais les chaires, c'est du mécénat, c'est des industriels qui financent nos recherches, donc ce n'est pas des contrats industriels. Donc ils soutiennent une recherche d'une équipe de recherche de l'école. Donc, et surtout, ce qui nous intéresse, parce que dans ce domaine-là de l'analyse du web, des systèmes de recommandation, on a besoin de données des entreprises et de données réelles. Et donc, en fait, l'accord aussi, c'est que la chaire soit en fait le cadre d'un échange de problématiques, de données, éventuellement, et d'expériences autour de ces thématiques de la chaire. Alors, les principales directions de recherche, donc il y a le digital marketing, je ne vais pas trop détailler ça. Les systèmes de recommandation, donc on focalise principalement sur la qualité des recommandations et aussi en fait le temps de calcul des recommandations, les grands graphes, donc comment indexer, comment chercher dans des grands graphes, et comment faire de la fouille en fait dans des grands graphes. Et puis en fait la problématique classique des big data, c'est le passage à l'échelle, la performance. Et on a aussi en fait ajouté l'interaction pour la partie visualisation. Alors les systèmes de recommandation, donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément, donc le travail en cours dans le groupe et en collaboration avec Ubernac de Paris 6 et Moudouguay qui est un doctorant. Donc le problème des systèmes de recommandation, c'est comment prédire ce que va aimer en fait un utilisateur en se basant en fait sur les interactions qu'il a eues, en fait ce qu'il a fait passer comme transaction, les notes qu'il a données au produit éventuellement, etc. Et on focalise, comme j'ai dit, en fait sur la précision et aussi en fait l'efficacité des calculs. Voilà, donc en fait les challenges auxquels on s'attaque, c'est comment en fait personnaliser les recommandations, c'est-à-dire en fait pour chaque utilisateur lui recommander les choses qui lui plairaient. Voilà, donc en fait formellement le modèle est le suivant, donc on a une liste d'utilisateurs, on a une liste d'items. Et on a ce qu'on appelle la fonction d'utilité qui, pour un couple utilisateur-item, va donner en fait un rating. Donc ce qui fait, ça se représente sous forme de matrice, donc dont certaines cases sont connues. Donc c'est le rating des utilisateurs et tout le jeu, c'est de deviner les autres. Alors en fait, il y a deux stratégies où j'essaie de déterminer toutes les autres cases qui ne sont pas renseignées, ou bien en fait, essayer pour chaque utilisateur de déterminer les K, les N produits qui lui plairaient. Donc en fait, la référence dans ce domaine-là, c'est la factorisation de matrice. Et puis en fait, après, le modèle de factorisation biaisée qui a gagné en fait le challenge de Netflix. Et nous, en fait, donc on a travaillé dans un premier temps sur comment, parce qu'en fait, le calcul de ce modèle-là demandait énormément de temps. Et après, en fait,
Le problème, c'est que les ratings continuent à arriver et le modèle devient caduque au bout d'un moment, et très rapidement, quand on a beaucoup de ratings qui arrivent. Donc on a travaillé dans un premier moment comment en fait, mettre à jour à la volée en fait, ce modèle-là pour diminuer la perte de précision. Et puis après, en fait, on est parti sur ce qu'on sait mieux faire, donc avec les graphes. Donc on développe un graphe de similarité, c'est-à-dire on regarde les interactions des utilisateurs, on peut regarder en fait comment ils notent leur comportement, comment ils notent les produits, et on va définir en fait des distances entre les utilisateurs, ce qui nous fait en fait un graphe de similarité. Et sur la base de ça, on va en fait, quand un utilisateur, on veut lui recommander un produit, ben on va regarder en fait déjà en fait son comportement lui, ce qu'il a comme note autour de ces produits-là, et puis on va naviguer en fait dans ce graphe, mais un minimum de nœuds, pour essayer de déterminer aussi ce que aiment les gens en fait, qui lui sont proches, qui lui sont similaires, qui il fait confiance, etc. Donc c'est un modèle qu'on a testé sur la recommandation de tags, donc sur les données de Delicious, sur les données de Flickr, et on arrive en fait à des résultats qui, en termes de qualité, donc il y a un challenge en 2009 spécifique à ce domaine-là. Et en fait, on est deuxième dans le classement, sachant qu'en fait, en termes de coût de calcul, on est beaucoup plus faible. Donc, voilà. Donc, en fait, ça, c'est sur les systèmes de recommandation. Donc, pour Social and Cloud Sensing, donc c'est un projet qu'on démarre. Alors, en fait, il y a 2 projets qui sont financés sur cette thématique-là. Donc, c'est un travail avec Pierre et Lamine Ba. Donc, ce qu'on essaie de faire rapidement, moi juste 2 slides. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est que donc, sur le web, on laisse énormément de traces, et ces traces sont exploitables pour connaître énormément d'informations. Donc, on s'est focalisé sur 2 choses, essayer de retrouver ou de deviner des itinéraires de bateaux. Donc, en fait, on travaille sur les données de Flickr. Donc, vous savez que les photos sont taguées. Donc, si les gens partent en croisière, ils prennent énormément de photos. Et il y a forcément des fois en fait, le nom du bateau qui est cité. Et donc, en fait, là, l'interface que vous voyez, c'est un outil qu'on a développé qui, à partir de Flickr, est capable de tracer l'itinéraire en fait, d'un bateau. Alors, il faut savoir que quand on a ces données-là de la localisation géographique des photos, il faut les matcher avec la carte, et des fois en fait c'est pas. Donc il faut expliquer, il faut déterminer quelles sont les positions qui sont fiables, les positions qui ne sont pas fiables, sur différents critères, si c'est sûr en mer ou pas en mer, si la distance parcourue est raisonnable ou non. Et donc en fait on a un modèle comme ça en fait qui nous permet, et en croisant aussi ces données-là avec des données qui viennent de Wikipédia, sur la description des bateaux, sur l'immatriculation des bateaux, sur certains sites spécialisés en fait dans les bateaux. Donc on travaille donc sur Flickr, Delicious, et on s'intéresse maintenant aussi à Twitter, parce que aussi les tweets sont géolocalisés. Voilà, donc c'est mon dernier slide. Donc les challenges, c'est sur l'incertitude. Donc notre modèle théorique de base, il s'appuie en fait sur ce XML probabiliste, donc pour gérer l'incertitude. Donc en fait, on intègre tout. Et tout ce qu'on fait, c'est de pondérer les informations qu'on met dans notre base. Ce qui permet en fait à l'utilisateur après en fait de savoir quelles sont les données qui sont fiables et pas fiables. Il y a le problème de l'hétérogénéité, parce que sur la même information, ne serait-ce que la description d'un bateau, entre Wikipédia et un autre site, on ne va pas trouver la même chose. Vous savez en fait qu'il y a les horaires de départ des bateaux. Vous allez en fait au port de Hambourg, qui vous donne les horaires partout en Europe, et vous allez au port de Marseille, vous allez des fois pas avoir la même information. Il faut savoir que les sites se copient les uns et les autres. Donc en fait, il y a des algorithmes de calcul de provenance qui nous permettent de savoir en fait qui copie de qui, et qui nous permettent de déterminer quelles sont les sources d'origine, quelles sont les sources fiables et pas fiables. Et donc toute cette information-là, on essaye de l'intégrer pour former en fait une base de données, un entrepôt spécialisé sur la mobilité, ou en fait là dans le cas des bateaux, et en fait avec des pondérations sur le traitement. Donc en fait les 2 projets sur lesquels on travaille actuellement, c'est un Normatis qui vient de démarrer en 2013 et qui est sur la mobilité. Donc là on s'intéresse à la mobilité des personnes. Et puis en fait c'est CIPX qui est un STICASI avec National University of Singapore. Voilà. Merci Talel pour cette présentation et pour avoir tenu le timing.
A-t-on des questions? Y a-t-il des questions dans la salle? Si pas de questions, moi j'en ai une. Sur le, alors d'ailleurs qui peut aussi être connecté à ce qu'a présenté Stéphane tout à l'heure. Récemment, donc Stéphane me présentait la caractérisation, on va dire, usuelle de ce qu'on appelle les grandes masses de données ou les big data aujourd'hui avec les fameux 3V. Et récemment, il y a eu, j'ai participé un petit peu à l'écriture, à la rédaction de la stratégie nationale de recherche sur le domaine justement des données en particulier. Et puis il y avait quelqu'un qui avait rajouté un quatrième V qui était véracité. Je crois que c'est été utilisé par IBM récemment, Veracity, on trouve ça quelque part. Et il y a eu un débat, beaucoup d'échanges, des gens qui disaient non, moi je ne suis pas d'accord pour mettre ce quatrième V, de toute façon ça ne veut rien dire, la véracité des données, etc. On est en train de confondre précision et exactitude. Et là, en fait, un focus que tu as fait est sur l'incertitude, donc les données incertaines. Donc le traitement de l'incertitude aujourd'hui, bon, vous avez une approche pour aborder ça, mais globalement, il y a tout un tas d'autres méthodes de traitement de l'incertitude, des logiques de l'incertain, du flou, etc. Est-ce que ça, c'est des choses qui font partie aussi de votre panoplie d'outils ou pas, pour faire court? En fait, le travail théorique qui a été fait sur le modèle XML probabiliste montre en fait que ce modèle-là, il intègre en fait les travaux qui ont été faits avant. Donc sur, ne serait-ce que dans les bases de données, il y avait en fait des bases de données floues, les bases de données probabilistes, etc. Donc c'est un modèle qui est assez général, donc qui intègre tous les travaux qui sont avant. Et donc ça, en fait, c'est les travaux de Pierre, de Kimmelfeld, de Serge qui ont focalisé sur ça. Donc là, nous, on passe à la deuxième étape. C'est sur ce modèle-là qui permet beaucoup de flexibilité pour l'intégration de données incertaines, comment on fait l'appliquer sur les données du web. C'est-à-dire comment on l'appliquer, parce qu'on sait que les données de web, naturellement, elles sont incertaines. C'est-à-dire, vous prenez Wikipédia, les contributions sont incertaines. Wikipédia met énormément de temps à déterminer les spams, etc. Et vous pouvez avoir, en fait, ne serait-ce que sur Wikipédia, avoir une vision différente en fait, du contenu de Wikipédia en fonction de qui en fait, vous faites confiance ou pas des contributeurs. Donc voilà, donc on part sur ce modèle-là formel qui voilà, il faut voir en fait que c'est un modèle, il y a probablement au moins 6 ans de travail dessus, donc c'est quelque chose qui est assez mûr. Et donc là, on passe à la phase de l'appliquer à des choses qui sont concrètes sur le web. D'accord. Une question de Patrick, que je profite pour saluer sa présence ici. Donc Patrick Gallinari du l'IPSIS, UPMC. Patrick a accepté de faire partie du comité d'évaluation. Donc il va donner un avis sur les orientations stratégiques de nos activités, en particulier pour cette session grande masse de données. Voilà, avec quelqu'un d'autre qui était là, qui était présent hier, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est Jean-François Marcotte-Orchigo. Hein? Oui, très bien. Bien, c'est ça que tu allais dire. Oui. Non, pardon? Non, mais quoi? Je les connais. Donc, non, mais c'est pas ça. Bon. C'est pas le fait que tu connaisses ou pas Patrick, c'est le fait qu'il fasse partie du comité d'évaluation, en fait. Voilà. Ok, à toi. Moi qui avais mis une perruque pour arriver à un collier, voilà, je suis trahi. Bon, pardon, ouais. Moi, une question que je me pose, qui reprend peut-être un petit peu celle de Jean-Philippe tout à l'heure d'une autre façon, quoi, c'est que tous, un petit peu dans ce domaine-là, on a été drivés par les applications techniques qui sont allées plus vite que ce que nous, on faisait de l'autre côté, quoi. Et donc souvent, on a l'impression qu'on court derrière, quoi, qu'on court derrière ce que font un certain nombre de sociétés, en tout cas derrière un certain nombre d'innovations techniques, quoi. Et donc dans ta présentation, moi j'ai bien vu qu'il y a un certain nombre de problématiques sur lesquelles tu travailles. Mais moi j'aurais bien aimé que tu dises, moi les challenges qui m'intéressent, les challenges un petit peu académiques et à long terme, c'est quels ils sont, quoi. Et ça c'est un truc que j'ai du mal à distinguer.
dans l'énumération des problématiques sur lesquelles vous travaillez. Oui, bon, je pense que je les ai cités, c'est-à-dire en fait, mais il faut peut-être que je fasse un slide sur les challenges. Les challenges que j'ai cités sont les miens, hein, donc je ne sais pas comment Alors si je peux dire en fait de façon plus générale, il y a le problème de l'intégration de données hétérogènes, donc qui devient pour nous en fait un problème très 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 important. Et donc de pouvoir intégrer et de pouvoir en fait déterminer et permettre à l'utilisateur de déterminer qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui n'est pas pertinent, c'est un challenge pour nous. Donc je ne sais pas si vu de l'extérieur c'est vu comme un challenge ou non, mais c'est un challenge pour nous. Après en fait il y a les problèmes de scalabilité, les problèmes de passage à l'échelle. Il faut voir en fait que bon, là, c'est vrai que l'industrie, c'est-à-dire ce qu'a proposé Google avec le MapReduce et tout ce qu'il y a eu par la suite, fait que, en fait, on découvre que principalement des solutions simples avec beaucoup de données donnent des résultats plus efficaces que des algorithmes très chiadés, mais qu'en fait, qui passent par l'échelle, qui ne sont pas parallélisables. Ça, c'est un autre challenge. Mais tout n'est pas parallélisable, tout, en fait, on n'arrivera pas à le faire. Donc on travaille aussi sur ces choses-là. Mais en fait, si vous voulez, dans ce domaine-là, il faut travailler cas par cas. C'est-à-dire, en fait, il y a des cas particuliers, il y a des applications, il y a des contextes particuliers. On peut faire des choses, il y a des contextes où on ne peut pas. C'est-à-dire là, par exemple, je vous ai parlé de la reachability, sur laquelle on travaille pendant 3 ans. Mais c'est un verrou extrêmement complexe. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on dit quelque chose qui passe à l'échelle, c'est-à-dire déterminer à moins d'une seconde si 2 nœuds dans un graphe comme Facebook sont connectés ou non. C'est-à-dire si demain vous voulez vous connecter à la page de quelqu'un qui a des droits d'accès sur le contenu de sa page, et que si en fait ces droits d'accès sont en fonction du lien social qu'il y a entre 2 personnes, il ne faut pas qu'il attende plus d'une seconde pour savoir en fait qu'est-ce qui va... Et ça bon, on essaie d'utiliser la nature des réseaux sociaux, on essaie d'utiliser différentes techniques, mais c'est pas forcément simple. C'est-à-dire, pour le moment, on arrive à isoler à des distances bornées, c'est-à-dire de distances de 2, des distances de 3, et avoir en fait ces temps-là. Et là, ça continue, c'est-à-dire il faut... Le challenge de la scalabilité, là, c'est une course à l'infini et sur laquelle on travaille. Il faut voir en fait aussi notre spécificité. Et donc nous, c'est la sémantique. C'est-à-dire on gère des données et on gère mieux les données quand on peut les relier à un schéma, quand on peut les relier à une ontologie, quand on peut les relier en fait à une sémantique. Donc il y a le travail aussi là-dessus qui est un challenge important. Donc voilà, en fait, si je peux résumer, c'est ça, c'est-à-dire en fait comment les problématiques de scalabilité, mais traiter les problématiques cas par cas. Et puis en fait, il y a les problématiques de la sémantique. D'autres questions? Si pas d'autres questions, je vais me permettre une petite dernière question, puisque tu viens de parler de sémantique. C'est un terme, je pense qu'on vient d'entendre là maintenant, je n'avais pas l'impression de l'avoir entendu avant. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation sémantique des données, là, en l'occurrence? Alors la sémantique... Moi, dans ma tête, ça m'évoque plein de choses, mais est-ce que vous y mettez quelque chose? Voilà, je vais essayer de dire, en fait, dans mon domaine et dans mon équipe. Donc, la sémantique, ça peut être en fait les connaissances qu'on peut extraire à partir des données ou qu'on peut relier aux données. Donc, par exemple, tu sais très bien qu'il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre, Fabien Souchanet, qui travaille sur la construction automatique d'ontologie. Et à partir de Wikipédia, à partir de WordNet. Et ça, en fait, c'est de l'extraction de sémantique. C'est des connaissances qu'on représente sous forme d'ontologie et qui nous permettent de savoir que, je ne sais pas, un spectacle culturel, un événement culturel, ça se passe dans une salle de spectacle, il y a un artiste, il y a une date, etc. Donc ça permet, en fait, d'extraire ces connaissances-là, donc cette sémantique-là. Et après, en fait, cette sémantique-là, cette connaissance, ces ontologies, on les utilise pour mieux, par exemple, chercher dans le web, pour développer des moteurs de recherche plus précis et pour extraire de l'information de façon plus précise sur les données. Donc on a besoin en fait
de ce lien entre le sens des données et après en fait la nature des données, comment les traiter le plus efficacement possible, etc. Vaste programme. Bon. Merci beaucoup Talel.